moi je suis Flavien Guyon, je suis à la base docteur en océanographie physique et j'ai rejoint le CNES pour ça, pour l'océano et puis j'ai basculé petit à petit sur le projet et en fait aujourd'hui je suis ce qu'on appelle un product manager, peut-être le seul d'ailleurs au CNES, dans cette grande maison CNES, donc voilà, en fait c'est un Rex vraiment de l'agilité DevOps, alors pas tellement cloud, hein, c'est vraiment on va voir plutôt axé sur les outils, la méthodo, et cetera, mais pas tellement technique. Donc ça va vous changer un petit peu de toute la conférence, mais bon, l'idée c'était aussi enfin Laurent, Fred, tout ça m'ont demandé de faire un Rex parce que c'était pour eux ça a été je pense une bonne expérience de travailler aussi avec nous et du coup voilà c'était un peu leur rendre quelque chose. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de vous parler de ça, ce qu'on a fait sur mon projet, on verra, qu'on appelle ISAP 2. Donc évidemment, je vous ai mis là des satellites, des fusées, le timbre historique là qui est sorti l'année dernière pour les 60 ans du CNES et que vous pouvez acheter à la poste et qui est sympa. Quand vous achetez en plus une planche, il y a une espèce de trame autour qui raconte un peu l'histoire du spatial en France et qui est hyper intéressante. En fait, on va voir que, bah, on va parler de tout sauf de lanceurs de satellites, non, on va parler plutôt justement de software, et donc ça fait un petit peu moins rêver, mais voilà. L'autre chose, c'est que ces planches, elles sont faites, bah, finalement en toute transparence parce qu'elles ont été, relues par quelques autres personnes, agiles, du CNES, mais il y en a pas tant, donc en fait, voilà, elles engagent, que moi et s'il y a des questions, bon, j'y répondrai en toute, franchise, toute honnêteté, toute transparence, comme les valeurs de l'agile veulent bien le dire. Donc j'ai bien conscience, en fait, je parlais de 16h30 à 17h30, donc il y avait peut-être des gens qui avaient des contraintes à 17h, donc je me suis dit que j'allais commencer par la conclusion, comme ça au moins c'était fait. C'est de dire qu'en fait, clairement, hein, l'agile et le DevOps au CNES, ben, c'est tout jeune, c'est tout récent. On est plutôt inexpérimenté, que ça soit sur l'outillage ou sur les approches, les pratiques. On a peu de moyens aussi associés et ça, c'est un Rex, qu'on fait remonter au directeur, à nos on va dire, à plus haut niveau, mais on avance et on est en progrès. La preuve, c'est que je suis avec vous là aujourd'hui et je peux en parler, ce qui aurait pas été le cas il y a 2 ou 3 ans. Donc c'est quand même sympa. On a de plus en plus de projets pilotes qui partent sur l'agilité et Dieu sait si c'est pas simple au CNES, on va le voir. Donc pour la petite histoire, il y a aussi pour ceux qui veulent s'endormir parce que c'est pas très technique et qu'ils n'arrivent pas à suivre, il y a quand même un truc sympa, c'est qu'il y a 12 références de séries et films à trouver, dont une très, très dure et si quelqu'un la trouve, les 12, je suis preneur. Alors le CNES d'abord, c'est quoi? Très rapidement en trois planches que je vais parcourir, hein, très, très vite. C'est un EPIC, donc un établissement public à caractère industriel et commercial et en gros, on vient proposer, au gouvernement toute la stratégie, la politique autour du spatial, français et évidemment, on s'assure de le mettre en œuvre, dans le cadre national, mais aussi européen et voire international, au travers de nombreuses coopérations, d'échanges de compétences et cetera et cetera. Donc ça veut dire qu'on doit avoir, une ambition, une vision macroscopique de toutes ces solutions spatiales, on le verra, qu'elles soient de différents segments, on appelle ça les segments bord, segments sol, j'y reviendrai et on doit être du coup à la pointe, à l'état de l'art et donc dans l'innovation et donc forcément, c'est pas que de l'innovation dans la technique, mais aussi dans les méthodos. Et donc forcément, bah, on est à l'écoute de tout, des utilisateurs, de leurs besoins. C'est un peu la base. On verra que c'est pas forcément bien fait, mais aussi, on est en fait le pivot entre les laboratoires, scientifiques, qui font des algos, ou du hard très pointu, qu'on fait ce pont avec le monde du privé. Donc, voilà, on s'assure qu'il y a ces partenariats et ces collaborations entre labos, les institutionnels, les entreprises du privé. Le CNES, c'est 2,4 milliards de budget. Si on remet ça par habitant, c'est le deuxième budget mondial. Je crois que pour
ceux qui payent des impôts, c'est à peu près, un impôt moyen, hein, je dirais, c'est à peu près 30 € par an que vous donnez, au CNES et 80 revient, pour la me vers l'industrie, vers le privé. Donc c'est quand même un budget assez énorme et vous voyez que ça fait vraiment, fonctionner le tissu industriel et c'est hyper important. C'est un gros mammouth, le CNES, un peu plus petit que l'éducation nationale, mais il y a quand même 2 400 personnes réparties dans 4 centres et notamment le centre, je dirais, Toulouse qui réunit vraiment la partie plus, technique, là, on y retrouve 1 700 personnes. Donc vous voyez que c'est pas forcément évident. Vous voyez aussi pour la petite histoire que j'ai rayé Soyouz, hein, avec, tout ce qui s'est passé, évidemment, il y a pas mal d'impact, sur nous. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai oublié de le mentionner, mais que vous ne me voyez pas, que j'ai pas de webcam. C'est parce qu'on m'a coupé, en fait, les accès au Spatial Chat. Du coup, je suis sur mon ordinateur, personnel et que j'ai pas de webcam, en fait, voilà, c'est aussi simple que ça. Donc les missions du CNES, en fait, on peut les répartir sur 5 grands piliers. C'est d'abord les lanceurs avec Ariane 5 aujourd'hui, Ariane 6 demain, pour avoir vraiment une autonomie d'accès à l'espace. La partie science, on vous fait rêver avec, les, rovers, sur Mars, les Philae qui vont sur des comètes et cetera et cetera. Comprendre vraiment les questions fondamentales, ou les lois qui régissent, le système, enfin notre univers et voir notre système solaire et cetera et cetera. Aussi la partie, CANMOS que vous connaissez bien avec toutes les expériences que Thomas Pesquet a pu mener, sur l'ISS. Il y a une grosse partie sur laquelle, bah, moi je travaille, c'est l'observation de la Terre, qui est, sous regard constant de nos satellites. Il faut savoir que la moitié des variables, qui comment dire? Impactent fortement le changement climatique, la moitié de ces variables sont observables uniquement par les satellites, et ça c'est quelque chose donc qui est indispensable dans la continuité, la pérennité, à assurer d'avoir des satellites en haut qui regardent notre jolie Terre. Et puis après, il y a la partie télécommunication et évidemment défense. Vous avez peut-être entendu, récemment l'exercice, qui a été fait, qu'on a nommé Astérix de voilà de un exercice où, il y avait des simulations d'attaques, sur nos satellites ou, de cryptage et cetera et cetera. Ça prend tout son sens, avec, tout ce qui se passe, aujourd'hui. 3 enjeux qui sont structurants dans notre contrat, je dirais d'objectifs et de performance, c'est l'innovation, le climat et l'exploration. Aujourd'hui, je vous en fait, un peu vous parler de l'innovation et du climat, vous verrez pourquoi. Innovation, bah, parce que justement, on innove dans nos outils et dans la méthodo pour répondre plus vite aux besoins et à nos utilisateurs. Et le climat parce que, je vais vous parler un peu d'hydrologie aujourd'hui. Alors, le CNES, on dit souvent qu'il y a 3 mondes. Il y a le monde, du segment bord, c'est toute la partie, satellite, composants électroniques et cetera, tout ce qui constitue les plateformes et les charges utiles qu'on monte à bord des satellites. Le La partie DevOps, dans l'embarqué, ce qu'on appelle l'embarqué, c'est un sujet complètement à part qui est très différent et que je traite absolument pas dans cette, présentation. On a plein de gens au CNES, enfin plein de gens, on a des gens au CNES qui pourraient vous en parler, notamment, le projet MMX qui est un projet de rover martien, et on voit que c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on peut faire nous sur la partie segment sol, qui est en fait la partie qui, récupère ce que le satellite, mesure, observe et qui va derrière faire du processing pour amener les produits, jusqu'aux utilisateurs. Et on va se concentrer aujourd'hui, je vais vous parler surtout de ce segment sol et la partie plutôt, justement, tout ce qui se passe, des chaînes algorithmiques, jusqu'à l'utilisateur. Au milieu, on a la stratégie. La stratégie, en gros, elle nous dit qu'il faut être réactif, qu'il faut trouver des solutions rapidement pour répondre aux besoins. La solution du segment bord, c'est de sortir un peu les sous et vous voyez, il y a qu'un seul billet, qu'un seul dollar et ça se répercute sur le segment sol très souvent parce que c'est trop cher de le faire sur le segment bord et nous, on transpire un peu du coup, hein, très clairement, hein, parce que, bah, faut être, réactif, faut trouver des solutions, OK, mais il faut le faire avec pas beaucoup d'argent et pas beaucoup de temps. Donc forcément, c'est compliqué. Alors, l'agilité et le DevOps, est-ce que c'est vraiment nouveau au CNES? Pas tant que ça. Il y a eu des projets, en fait, un peu agiles, mais c'était soit des tout petits projets, soit des grands projets comme Euclid qui étaient des gros projets européens et donc du coup, le CNES avait pas forcément une participation, si importante. En tout cas, c'était pas un projet structurant, on appelle ça au CNES. Hem, Ça a réellement commencé en 2019 avec la mise en place d'un groupe de travail, sur
sur la partie agile DevOps et puis aussi la mise en place d'une enfin, je dirais, d'une usine logicielle. Celle que vous connaissez tous avec, les différents composants, on y reviendra, là, les Jenkins, GitLab et cetera et cetera. Ouais, avant, réellement, on n'avait pas tant que ça, à part peut-être un Git, mais voilà. En 2020, du coup, il y a eu, une deuxième phase dans le groupe de travail DevOps, puisqu'on a vu que ça marchait plutôt bien et c'est surtout à ce moment-là qu'on a eu 4 grands projets, pilotes, dont le mien, qui ont commencé et qui ont bénéficié de ce groupe de travail. Et ainsi de suite. Donc on a eu la phase 3, là, avec la démarrage de coaching, notamment avec Ypon et aujourd'hui Atos. Des réflexions aussi sur, un peu plus profondes et qui ont, je dirais, traversé un peu les strates, de hiérarchie, CNES. Et donc ça a commencé, voilà, à germer tout ça à partir réellement de fin 2020, début 2021. Et aujourd'hui, il y a plein de nouveaux projets qui essayent de se lancer, et ce qu'il y a de bien, c'est que justement, ils bénéficient du REX de ces 4 projets pilotes, 3 qui étaient sur la partie segment sol et un sur la partie embarqué, segment bord. Donc, il y a un espèce de triangle aujourd'hui pour s'assurer que ça vient à la fois d'en haut et aussi d'en bas. Il y a un groupe de travail DevOps et une politique achat. Donc, on a une direction des achats et du juridique qui travaille avec nous. Et avec ces 2, je dirais ces 2 éléments, il y a des choses qui redescendent vers les projets et qu'on essaye de mettre en place, de mettre en œuvre. Et inversement, il y a, des pratiques terrain qu'on essaye de faire remonter avec des choses justement qui ont pas de sens ou pas de valeur en tout cas et qui sont pris en compte ou non dans la partie top et le groupe de travail, DevOps et la direction des achats et du juridique. Donc c'est un petit peu comme ça, simplement qu'on essaye, de faire et ça marche plutôt bien et je dirais qu'on est de plus en plus entendu et le top nous fait de plus en plus, confiance. Donc les projets pilotes, récents, c'est, ce que vous voyez à l'écran. Il y a un i4Geo, non, on a tous des contextes très différents. i4Geo, c'est un gros consortium, partenariat public-privé. Et il y a Co3D qui est une mission, un peu duale, avec Airbus. Il y a, du, MMX, donc du rover, martien qu'on essaye de poser. Il y a, du CLGNG, c'est-à-dire une refonte complète du site, de Kourou, à la fois sur les bâtiments, mais aussi les infrastructures. Et il y a de l'embarqué avec des simulateurs électroniques, Basil NG, ArianeWorks que vous avez un peu entendu parler peut-être, qui essaye de faire, enfin qui a fait d'ailleurs un prototype Themis je dirais de booster réutilisable ou en tout cas de lanceur un peu réutilisable. Et surtout aujourd'hui, on va se focaliser sur mon projet qui est ISOP 2. C'est celui entouré en rouge, hein, si vous aviez pas compris. Et ISOP 2, ça parle du cycle de l'eau, en fait, du cycle hydrologique. Alors, le cycle hydrologique, c'est quoi? Très simplement, c'est ce qu'il y a à gauche, c'est en gros, il y a de ce qu'on appelle de l'évapotranspiration. Donc il y a des réserves d'eau et plus il fait chaud, plus il y a ça s'évapore, ça fait des nuages et ces nuages à un moment, ben, vont devoir recracher tout ce qu'ils ont, pu capter comme eau et il pleut. Et quand il pleut, ça revient, à la mer, par une façon ou une autre. Voilà, ça c'est la partie de gauche. La réalité, elle se rapproche enfin, c'est beaucoup plus proche de la figure du milieu, c'est-à-dire qu'en fait, on a en premier cette évapotranspiration, donc souvent, dans les zones tropicales, en fait, où il fait très chaud, l'océan et donc il y a une évaporation très forte sur l'océan qui donne des nuages. Ces nuages vont se déplacer à cause du vent, donc de forçage météorologique et puis, ces nuages vont pleuvoir soit en montagne, ce qui va potentiellement donner de la neige s'il fait assez froid ou de la glace, soit en vallée avec de l'eau. Si c'est en vallée ou quand la neige fond, ça va aller soit sous terre, c'est ce qu'on appelle l'eau, souterraine, soit ça va aller dans les rivières et les fleuves qui vont finir, par retourner, dans l'océan. Vous comprenez un petit peu le cycle de l'eau. Réellement, c'est plutôt une équation simplifiée sur la droite. Il y a plein de termes différentiels avec, ce qu'on appelle, l'humidité des sols, les hauteurs, donc les quantités en fait, les eaux souterraines, et à droite, c'est les parties plutôt bilan entrée-sortie avec les précipitations, l'évapotranspiration et les débits.
La problématique qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, ces termes qui nous permettent vraiment de fermer l'équation de bilan du cycle de l'eau, ben, c'est observé par, plein de technologies différentes, hein. C'est observé évidemment par les satellites, c'est ce qu'on fait, au CNES, mais c'est aussi observé par, des données terrain, c'est ce qu'on appelle in situ et des modèles numériques. Les modèles numériques, c'est ce qui, en fait, permet de prévoir, de prédire un petit peu ce qui va se passer. Et puis aussi, on a les nouvelles technos comme les drones, l'internet, enfin les objets connectés et puis tout ce qui est véhicules autonomes, qui nous permet d'avoir en fait des mesures par millions, même par millions de millions, par milliards, et donc des pétaoctets de données. Hein, et de données qui, ma foi, bah, forcément, elles sont pas homogènes. Elles sont même parfois incompatibles. Et ça rend le travail difficile pour les scientifiques notamment et d'autres, hein, même l'entreprise qui veut faire du service, derrière, ben, c'est compliqué de déjà trouver et d'accéder à la donnée, mais surtout c'est difficile de fusionner ces données puisqu'elles sont très différentes, voilà donc c'est compliqué de tout avoir dans un même portail. Et c'est là que nous on arrive avec ISOP 2 et nos super produits. En fait, ce qu'on propose, aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle, il y a 3 différents produits, mais je dirais que celui qui est le plus important, s'il y en a un plus important, c'est HydroNext, qui est en fait un portail web, qui permet d'accéder facilement à la donnée hydrologique et à tout un tas de données hydrologiques qui sont différentes. Voilà. Et donc c'est vraiment ça, c'est, la partie front et back qui permettent de mélanger, donc de distribuer, de visualiser tout un tas de données hydrologiques pour les utilisateurs. Et c'est un peu plus que ça parce qu'on va aussi produire de la donnée hydrologique potentiellement en fusionnant des données ou des technos, des observations, des mesures différentes, des données qui auront une valeur ajoutée, qui amènent quelque chose et que les labos, par exemple, peuvent faire, que nous, on prend et qu'on va produire de façon opérationnelle. Alors, du coup, ça fait un gros système et pour ça, on a besoin de l'hyperviser. Donc, on a des boîtes de supervision qui viennent nous dire si tout va bien d'un point de vue purement informatique, si tout va bien d'un point de vue purement système, hein, qui nous renseigne sur l'état de santé de notre système. Et voilà. Et ça fait quand même un gros schmilblick. Si jamais vous voulez en savoir plus, j'ai mis notre adresse. N'hésitez pas si ça vous intéresse. Alors, je vais aussi aller assez vite, là-dessus parce que finalement, pourquoi sur mon projet on est parti sur l'UX, l'agile, le DevOps et tout ça, tout ça? Bah, c'est pour toutes les raisons que vous connaissez, hein. On n'avait pas forcément, bien en tête les besoins de nos utilisateurs, donc c'était compliqué pour nous de faire des spécifications détaillées comme on en a l'habitude au CNES. C'était aussi, on s'était dit que c'était évidemment nos utilisateurs, allaient avoir des besoins qui allaient évoluer, il fallait répondre à ces besoins assez rapidement, que donc du coup, fallait limiter, les coûts induits par, certaines modifications qu'on ferait un peu, rapidement, qu'il fallait, forcément avoir, une collaboration plus étroite entre des devs et des exploitants, ce qui aujourd'hui au CNES était quand même une grosse problématique. Et puis livrer, beaucoup plus fréquemment qu'un projet classique où on se donne rendez-vous tous les 6 mois et on se dit: «Allez, on livre un patch ou on livre une grosse version, à l'année et puis voilà et on se revoit l'année prochaine». OK. Et ce que je trouvais intéressant aussi dans l'agilité, c'était le côté, un peu sûreté de fonctionnement du système, dans le sens où, la qualité étant non négociable, ça rendait vraiment, ce qu'on faisait, plutôt fiable et robuste, à tout ce qu'on aurait pu faire. Alors en vrai, on n'est pas parti comme ça. Comme on est au CNES, on a quand même, fait les trucs bien et peut-être même un peu trop bien. C'est-à-dire qu'on a pris un document qui a un nom, barbare, qui s'appelle le CSSEHB 4001A et dans ce document, il y a quand même un chapitre qui est vachement bien fait et qui nous montre si on est, plutôt compatible, à un projet en mode, waterfall classique ou plutôt compatible d'un projet à l'agilité et tant mieux, nous on était plutôt, compatibles de l'agilité. Youpi! Heu, alors maintenant, on était convaincus qu'il fallait partir en agile DevOps, OK, mais est-ce qu'on avait les moyens de le faire au CNES? Bon, les moyens, en fait, moi, j'en vois 3. C'était d'abord nos fondations qui sont l'infrastructure. Au CNES, on a la chance d'avoir un centre de calcul plutôt péchu. On a 14 000 cœurs pour 75 pétaoctets de données avec notre data lake, donc on s'est dit: «C'est pas mal».
avec quand même une qualité de service qui est plutôt pas mal. On a aussi tous des clusters de VM mutualisés, nos bases de données qui sont infogérées, un réseau qui est en place. Donc, on s'est dit parfait, on part là-dessus avec une baseline qui utilise le socle informatique CNES. Super. Donc ça, les fondations. Ensuite, on s'est dit bon, il nous faut quand même les murs et le toit hein, de cette maison qu'on construit sur ces fondations, et donc il nous faut une usine logicielle, GitLab, Jenkins, les sonars, les Artifactory, etc., etc. Et puis tant qu'à faire, il nous faut un peu une usine système, enfin en tout cas du Jira, du Confluence pour centraliser un peu tout ce qu'on fait et notamment discuter avec nos partenaires externes. Et ça tombe bien, c'est que ça se montait. Donc de là, pas trop de soucis. Alors aujourd'hui, l'usine logicielle, il faut savoir qu'au CNES, il y a 2000 utilisateurs sur la partie vraiment usine logicielle. On est 4000 à peu près sur nos Jira Confluence, enfin, peut-être que pour vous, c'est pas grand-chose. Pour nous, en moins de 2 ans et demi, c'est énorme, hein. Il a fallu absorber ça. Il y a eu un travail conséquent des équipes, voilà. Évidemment que c'était indispensable. Bon, avec ça, j'étais hors d'eau, hors d'air, quoi, en gros, et je savais que je pouvais travailler. Restait à avoir un peu un décor confortable, je dirais, à l'intérieur de cette maison, et pour moi, c'était la méthodologie. Et la méthodologie, en fait, c'est le GT DevOps qui nous l'a apporté, mais aussi et surtout beaucoup de travail personnel pour chacun, de lecture et de vidéos YouTube sur l'agilité et le DevOps au début, surtout quand on était confiné. Et là, ça a été indispensable vraiment pour le changement de mentalité, l'accompagnement, les formations, etc. Et je pense que Ypon a dû s'arracher un petit peu les cheveux avec tout ce qu'on voilà, tout ce qu'on vivait et nos modes de pensée, notre mentalité, etc., etc. Alors, si je fais l'historique sur notre projet ISAP 2, vous voyez que la planche est assez brouillonne là, mais il y a quand même des petits numéros là pour vous y retrouver. Ça a commencé avec un dossier d'appel d'offres. Alors un dossier d'appel d'offres au CNES, c'est, je crois que j'avais une cinquantaine de documents, qui sont pas tout petits, sur lesquels on a travaillé pendant 1 an et demi, et sur lequel j'avais pas effectivement mis beaucoup de spécifications, hein, puisque justement on savait qu'on voulait partir en agile. Bon, déjà là, on s'est heurté à un mur, c'est qu'on nous a demandé de mettre des spécifications et notamment pour avoir on doit être sur le besoin, mais on nous demandait quand même un semblant de conception ou d'architecture de notre solution pour en fait se rassurer sur le fait que on pouvait y arriver. Et puis d'un point de vue méthodologie, je me suis dit on va partir avec un PO et puis un proxy PO, ça sera super. Bon, donc on envoie ça dans un contrat cadre, hein, dans le marché public, et puis on attend environ 7-8 semaines et on a une réponse de nos 4 grosses entreprises avec qui on travaille dans notre contrat cadre, et on a évidemment des réponses qui sont super, qui sont au top, les 4, avec des architectures, des conceptions, de l'UX, plein de choses, et c'est super. Et là, on voyait pas arriver le mur déjà, mais avec le Rex, on aurait pu se dire que ça partait mal. Mais là, par contre, il y a un truc qui est intéressant, c'est que déjà, on avait un petit peu évolué en se renseignant, et c'est que j'étais plutôt parti sur le rôle, moi, de product manager et des vrais product owners. Puisqu'entre-temps, j'ai pu me renforcer dans l'équipe et j'ai pu avoir en gros 3 product owners pour m'accompagner, et je trouvais ça valorisant et responsabilisant de les mettre sur le devant de la scène en tant que PO et moi sur un rôle plutôt stratégique, on va dire, et donc PM. Voilà. On choisit un industriel et la première chose qu'on fait, c'est de commencer les phases du X-Design. En fait, bon, le X-Design, on aurait dû le faire déjà depuis bien longtemps, hein, j'en reparlerai dans le Rex, mais on a pris 3 bons mois pour refaire en fait un recueil de besoins digne de ce nom vers les utilisateurs et donc nos hydrologues, mais pas que, hein, aussi les exploitants. Et ça a eu pour conséquence le petit 4 là, c'est qu'on a tout cassé.
hein. En gros, l'architecture ou tout ce que nous, on avait essayé de concevoir, on a quasiment tout oublié, quasiment, parce qu'en fait, il y a quand même des briques qu'on reprend évidemment, mais je dirais qu'on est vraiment reparti de briques de base et qu'il y a eu des trade-offs, assez importants de faits, et notamment sur des parties qui étaient, structurantes dans ce qu'on pensait ou ce qu'on voulait et ce qu'on avait conçu. Et puis après, on a commencé le dev. OK, super. Et là, on s'est retrouvé déjà avec une équipe beaucoup plus grosse que prévu et avec un Scrum Master qui était absolument pas dans une posture, qui était celle d'un Scrum Master, puisqu'on avait une équipe, donc on avait 17 ou 18 alors que moi j'avais tablé sur 8 ou 9, hein, pas beaucoup plus et donc là, ça a été très compliqué. Le Scrum Master n'étant pas dans la posture, on s'en est séparés, là, Ypon est un peu arrivé en mode, sauveur. Je c'est pas parce que c'est eux qui organisent, hein, que je dis tout ça, hein, c'est réellement ce qui est arrivé, hein, voilà. Mais du coup, ils ont eu la bonne idée de dire: Ça fait quand même une grosse équipe et ça sert à rien, on va faire des équipes, ça serait plutôt mieux et en gros, on va séparer un petit peu tout ça». Et donc quand on commence à à séparer un petit peu les équipes sur des grands thèmes, des grands ateliers fonctionnels, on va dire ça comme ça, forcément il faut des points de synchro. Donc on a commencé à faire des conseils de sages. En fait, bon, ça s'appelait conseil de singe parce qu'il y avait une typo, au départ, c'est pour la petite anecdote et puis on a laissé conseil de singe, mais à la base c'était vraiment conseil de sage, où on avait les architectes ensemble aussi pour qu'ils puissent discuter et cetera et cetera. Voilà et ça a marchouillé et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en plus, moi, dans le même temps, je lisais le truc là le livre de Julia de Funès, je sais pas si vous le connaissez, je crois que c'est le titre, c'est La comédie inhumaine, ou Les absurdités en entreprise et là, je me suis rendu compte pas du mur qu'on avait, mais de la muraille, de Chine, plus qu'on avait en fait, devant nous, au CNES. Et donc qu'en fait, l'humain était bien après tous les process qu'on pouvait avoir, que la communication était quand même pas terrible et cetera et cetera. Et ça m'a mis quand même un gros coup et l'approche agile et nos méthodos m'ont vraiment rongé, au plus profond de moi dans le bon sens du terme parce que ça m'a permis vraiment de grandir. Bon, alors dans le même temps, on a eu un nouveau Scrum Master qui s'est senti très fatigué et donc qui est parti. C'est pas de notre faute, hein, je vous rassure. On est quand même une super équipe, bienveillante. Donc du coup, on a refait appel à Ypon et du coup, on a eu aussi l'arrivée de Julien, notre Scrum Master qui est de Edon et de Ypon, avec, Laurent, qui nous ont, beaucoup aidés et ah tiens d'ailleurs je me suis trompé, j'ai mis 2 fois 9 et 10, c'est la même chose, bon c'est pas grave. Et voilà et ça a permis en fait vraiment de se reposer pas mal de questions importantes, et ça nous a beaucoup aidé, à restructurer, les équipes en termes d'organisation, d'outillage et cetera. Donc on s'est vraiment relancé en septembre 2021. Bon, entre-temps, on a eu un peu un clash des UX parce qu'ils étaient 2 et aussi développeurs de front et ça a été un peu compliqué, pour eux, au bout d'un moment, de travailler avec des visions potentiellement différentes. Donc ça aussi, ça a été assez sympa de gérer ça et finalement, la révolution, où ça se passe super bien, c'est qu'aujourd'hui, on a 3 équipes avec 3 PO, 3 produits et voilà, comme j'ai dit, ça se passe bien et c'est plutôt cool. Donc je vous en ai déjà parlé un tout petit peu. Il y a eu, beaucoup de freins, de manques, mais ce qui est important là, cette planche-là, elle vous montre quelque chose qui est partagé par l'ensemble des projets pilotes, aussi bien d'ailleurs embarqués que segmental. Donc c'est pas que les freins, ISAP 2. Mais si je reprends les 3 piliers, que j'ai mentionné tout à l'heure, sur l'infrastructure, en fait, au CNES, on a vraiment du mal à prendre en charge les utilisateurs externes. En gros, vous avez besoin d'être sur notre HPC notre calculateur, c'est possible, mais voilà, il faut qu'on vous ouvre les comptes, manuellement et puis qu'on gère ce compte manuellement, c'est pénible. Aujourd'hui, on est un peu dans un load, fort du cluster aussi, donc on a encore besoin de ressources de calcul et de stockage, c'est pas forcément évident de toujours les avoir en temps et en heure.
Le data lake, il est toujours un peu en construction, donc on a des protos qui nous permettent de travailler et cetera, mais ça est arrivé relativement tard et donc du coup, ben, ça a été un frein, pour vraiment rentrer en mode opérationnel sur cet aspect-là. D'ailleurs, on l'est toujours pas. Le réseau, bah, on a des lenteurs, on a des, notamment des uploads, hein, qui sont non performants. Ça nous tue un petit peu sur certaines choses. Voilà, donc ça c'est tous des points, qu'on fait remonter et sur lesquels, bah, les équipes, travaillent et l'essentiel c'est d'avoir les ressources, pour y travailler. Sur la partie usine logicielle, il y a des points, très spécifiques, hein, comme, la mutualisation des workers là de l'usine logicielle, et Jenkins et Co. Bah, qui ouais, ça nous tue aussi, hein, parce que des fois on attend, 2 plombes avant de pouvoir, faire nos builds et cetera et surtout l'accès externe à tout ça, a été, très long, et à avoir donc on est passé par des contournements, pas simples. Alors tout ça, c'est très agile, hein, finalement. À chaque fois, on nous met des murs et puis on essaye de les contourner dans la difficulté voilà, de grimper sur ces murs et de les surpasser et donc voilà, ça nous fait beaucoup de rex et beaucoup de, je dirais d'histoires et heu, voilà, de discussions et qui font quand même avancer tout ça. Et finalement, ce qui est le plus difficile, ben, c'est cette mentalité à changer. Soyons honnêtes, hein, le CNES, c'est le mammouth, donc il y a une culture d'entreprise qui réussit d'ailleurs, hein, le spatial, c'est, quand même particulier. Quand on envoie un satellite, on peut pas le réparer. Enfin, il y en a qu'on peut réparer, mais c'est pas le cas souvent. Et donc du coup, faut avoir, on n'a pas le droit à l'erreur. Et donc ça depuis 60 ans, il y a eu des process qui ont marché pour la plupart du temps et donc les personnes qui ont connu ces process-là et ces succès ont envie de rester dans cette culture-là. Et du coup, c'est difficile de changer les attitudes, les comportements et donc forcément, bah, quand on n'arrive pas à changer ça, il y a une mentalité, qui des actions qui ne changent pas. Voilà. Un autre gros problème qu'on a, c'est que on a beaucoup de supports. On fonctionne beaucoup comme ça, hein, support qualité, support architecte réseau, support architecte informatique, support architecte qualité si je l'ai pas dit, SSI, sécurité et cetera, qui sont sur de multiples projets. Et donc déjà, ils sont en général en surcharge, mais en plus ça veut dire qu'ils sont complètement en déphasage par rapport à nous, ils sont pas réactifs. Et ça pour une équipe agile, c'est terrible. C'est terrible, d'attendre, potentiellement des jours avant d'avoir une réponse, quoi. Voilà. Alors ce que je vous dis tout ça, en fait, c'est résumé par la grande barre à droite, c'est l'autonomie. En fait, ce que j'essaie de vous dire, c'est que mon équipe aujourd'hui elle n'est pas autonome, et on est dépendant de contraintes externes dont on n'a pas du tout la maîtrise. Et donc, si on en vient potentiellement au manifeste et au cœur de l'agile qui dit qu'une équipe doit être autonome, et ben, ça clairement on l'est pas et donc on n'est pas agile. Voilà, on est un bon démonstrateur de l'agilité, on n'est pas forcément agile comme diraient certains dans mon équipe. On est, ça je peux comprendre, on est d'accord ou pas d'accord, mais voilà. Bon, maintenant que je vous ai fait dresser un peu un paysage, bon assez, peut-être négatif ou en tout cas, je vous ai dressé tous les mois, nos grandes réussites. Alors la planche, elle est beaucoup plus minimaliste, mais en fait, c'est énorme, hein. Tout ce qui s'est passé, c'est qu'il y a tout un côté, technique qui est réussi, c'est-à-dire qu'on a des résultats tangibles aujourd'hui. Sur ISOP 2, on a un portail web qui est ouvert sur lequel des utilisateurs, des alpha-testeurs, des bêta-testeurs aujourd'hui viennent et nous font des feedbacks. Toutes les 3 semaines, on fait des démonstrations de ce qu'on amène à qui on veut, aux sponsors, aux hiérarchies, aux utilisateurs. On a des pipelines DevOps qui sont en route, et tout ça, ça rend le système très concret et donc c'est hyper apprécié, voire même, les gens pensent que c'est du sans précédent par rapport au projet classique. Où on passe par des phases de recettes et cetera, de qualification, voilà, qualification opérationnelle et cetera. Non, là, toutes les 3 semaines, on délivre quand même des choses nouvelles et on est capable de les montrer, de les assumer et ça, c'est techniquement, au bout de 13 mois d'implémentation, c'est énorme.
Et donc justement, là où je pense qu'on est en réussite, c'est sur l'application malgré les difficultés, de ces approches, de ces pratiques, de ces méthodes, hein, de l'UX jusqu'au DevOps. On est, vraiment dans ce cas de la petite figure où, notre projet, c'est le petit carré rouge. OK, on est peut-être agile dans ce carré rouge, mais quand tout le reste est comme ça, je pense que c'est vraiment une réussite de se dire qu'on est pleinement, dans ce cadre, agile et qu'on est capable de l'assumer et de faire bouger les choses. Et puis pour moi, c'est la plus grosse réussite, c'est, qu'on a une équipe, qui est bon, non seulement compétente, mais qui est surtout très, très soudée, et qui sait se, remettre en cause, même si parfois c'est difficile, mais qui sait, adopter le changement, et qui est dans l'amélioration continue, et ça vaut de l'or. Alors cette maturité-là, elle est illustrée par une grille là de maturité, des DevOps, qu'on a pu réaliser avec un audit, externe qui a été réalisé par Ripon là dans le cadre du GT DevOps justement. Et bon, c'est le but, c'est pas de rentrer dans les détails, mais à gauche, c'est plutôt les aspects, méthodaux et organisationnels, on va dire, et plutôt à droite, la partie, technique avec les tests, monitoring, et cetera. Et en bleu, bleu clair, vous voyez le où on en est actuellement, et en violet ou bleu foncé, les objectifs. Et vous voyez que au bout d'un an, ben, on n'est pas si loin de nos objectifs qu'on s'était fixés. Parce qu'évidemment, on n'est pas Amazon et on va pas, déployer nos trucs toutes les 11 secondes. On n'est pas Netflix, sur les tests à faire du chaos monkey ou je sais pas trop quoi, ça c'est évident. Mais il n'empêche qu'on met en place certaines choses et certains pipelines et on en est plutôt content, quoi. Voilà. Bon, la synthèse, c'est qu'en fait, je vais me concentrer sur plutôt ce qui là, où on est bon, et un peu moins bon. C'est que, au CNES, c'est pas simple pour certains, je vous l'ai dit, de démarrer sans spécification, et ça, c'est de plus en plus accepté, je pense, et donc c'est pour le mieux, et donc on va avoir pas mal d'appels d'offres, j'espère, qui seront un peu plus dans cette veine si l'agilité est nécessaire, hein, c'est pas le cas forcément pour tout le temps. Il y a eu un énorme travail UX qui nous permet vraiment de savoir qu'on répond aux besoins, donc ça nous permet vraiment d'optimiser, d'aller droit au but, de prioriser correctement. Ça c'est pour le coup, c'est quand même vachement bien. Sur la forte réduction des coûts, je suis pas forcément aujourd'hui, je suis un peu trop jeune, là, sur mon projet pour dire si vraiment, oui ou non on a réduit, ça. J'en suis pas certain aujourd'hui, mais je pense que dans le futur, ça sera le cas. Voilà, ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui aussi, il y a une réorganisation au CNES. Oui, on l'a subi ça aussi, mais me concernant, c'était plutôt pour le mieux puisque ça a regroupé mes équipes de dev et d'ops dans le même service, et donc c'est un bon indicateur pour vous dire que ça va, quand même vers quelque chose de mieux. Et très clairement, ce mur de rencontres, de friction, comme on appelle ça entre dev et expat, il est quand même réduit. Voilà, alors évidemment, moi je pense qu'on livre, plus, on livre avec, de la valeur, mais ça a été assez long à mettre en place du fait de contraintes CNES et d'infrastructures CNES, voilà, très très clairement. Avoir une équipe polyvalente, alors ça, je suis toujours un peu sceptique, là-dessus parce que enfin, je sais pas si vous l'avez, ressenti, mais on a besoin de compétences très diverses en fait, de front, de back, de gens qui maîtrisent des serveurs Carto, des gens qui maîtrisent, plutôt du catalogue et du Java, et donc avoir une équipe polyvalente, ben, ouais, j'espère que ça viendra, mais vraiment sur le long terme, je suis pas persuadé qu'aujourd'hui, enfin, en tout cas, aujourd'hui, on n'a pas une équipe polyvalente, et c'est pas grave, c'est très bien comme ça, mais on essaiera de tendre vers ça. Donc d'ailleurs, on a mis en place, du partage de connaissances, enfin des réunions de partage de connaissances pour aller dans ce sens-là, pour aller vers cette amélioration continue et faire en sorte que l'équipe soit justement plus polyvalente. Sur tout ce qui est, on a parlé tout à l'heure un peu de dette technique, ça m'a fait sourire parce que justement, ouais, par rapport à un autre projet, moi je trouve que j'ai absolument pas de dette technique, la qualité est plutôt pas mal, à part comme toujours les docs où c'est quand même fait un peu à l'arrache, même si c'est dans le definition of done, definition of ready, on a beau le mettre un peu où on veut, c'est quand même compliqué, quoi. Alors le Rex, le vrai Rex, même si je vous en ai donné, un peu là tout au long de ces planches,
C'est qu'est-ce qui est obligatoire là pour moi, si un projet CNES un peu comme le mien doit partir, bah, c'est déjà d'être accompagné, hein. Très clairement, il faut un coach, il faut se former, il faut un accompagnement, voilà, ça c'est obligatoire. Ce qui a ce qui aiderait beaucoup parce que il y a un autre projet Co3D qui a pu le faire, c'est de faire des démonstrateurs en phase B, c'est-à-dire avant, les phases de consultation, quand on ce qu'on appelle les phases de définition préliminaire. En fait, de faire ces démonstrateurs, c'est hyper utile, non seulement techniquement, hein, ça commence à affiner le backlog et savoir ce qu'on veut faire, mais aussi dans la méthode. On applique la méthode agile, DevOps et on commence à mettre en place des choses qui font qu'on arrive beaucoup plus lancé et ça, c'est un indispensable pour moi. Moi, j'ai un magicien dans mon équipe, qui fait du DevOps au CNES, je suis pas sûr que ça soit donné à tout le monde et donc là, c'est ce que je dis, c'est qu'au CNES, pour faire du DevOps, il faut un voire 2 3 génies, et des Manitou qui savent à peu près tout faire, et qui, selon moi, seraient capables de hacker n'importe quoi, mais on a de la chance, ils travaillent, avec nous. Faut être persévérant, curieux, résilient, convaincant, un petit peu tout, quoi. Je crois qu'à un moment, Heu, on s'est aussi formé tout seul à regarder des vidéos YouTube, à s'abonner à Scrum Life, à regarder d'autres choses, ce qui se fait aussi à l'étranger sur d'autres, thématiques et cetera et donc il y a un vrai travail personnel, malheureusement, je dirais entre guillemets «à faire» mais c'est comme ça. Je suis quelqu'un peut-être de pas trop comme les autres en fait au CNES, c'est que j'avais déjà cette fibre-là, peut-être venant d'un autre monde et du monde de la recherche, mais je fais beaucoup confiance, et je crois beaucoup, dans les personnes si on me donne beaucoup et au CNES, on a plutôt cette notion de responsabilisation de l'industriel et d'engagement de résultats. Bon, bah, là, évidemment, en agilité, on en a un engagement de moyens, on donne tout ce qu'on peut et donc ça passe forcément par cette confiance et donc forcément, si on n'est pas capable de donner cette confiance, dans l'équipe, ça va être quand même compliqué. La transparence, élément essentiel dans tout ce qu'on fait, dans la communication, dans ce qu'on montre, dans ce qu'on fait et cetera. C'est pas toujours le cas, je pense, dans d'autres projets et là, l'idée, c'est justement de rien cacher, que tout le monde soit en connaissance et ça aide quand même, beaucoup. Et puis surtout, bah, de l'UX, en amont le plus tôt possible dans les phases 0A de faisabilité. C'est pour moi essentiel parce qu'on croit connaître le besoin, mais c'est absolument pas le cas. Alors le futur sur ISOP 2, le futur, bah, c'est, une amélioration continue, c'est de continuer comme ça, j'ai envie de dire, pour toute l'équipe. C'est une approche qui moi m'a beaucoup, changé, et donc ça c'est important. Et donc j'ai juste envie de dire que, voilà, il faut qu'on continue, qu'on s'améliore, mais qu'on est bien parti. C'est aussi de prêcher la bonne parole au sein du CNES et c'est un rôle, qui est important et c'est aussi pour ça que je faisais cette, conférence, enfin, que j'ai voulu la faire parce que je pense qu'il y a de vrais, il y a un manque de connaissances sur ce qu'est l'agilité et le DevOps, au CNES et du coup, on a besoin que les gens qui le font, qui le mettent en œuvre au quotidien, alors en plus, c'est pas moi, c'est plutôt les PO, mais en disant que j'ai une vision macro sur ce qui se fait et ben, puissent faire ces retours et dire que ça amène des choses bien. Il y a des choses plus difficiles, mais que si justement on s'y met tous, c'est dans ce changement de mentalité globale de l'entreprise, ça va vers ça et ça passera par ça. Donc il faut y aller, et il faut continuer à porter cette parole-là et tout ce Rex que je suis en train de vous faire. Et donc le futur au CNES, c'est surtout un engagement, plus fort au sein de cette agilité DevOps, c'est la mise en place, d'un ce qu'on appelle le DCOE, là, le DevOps Center of Expertise, qui aura vraiment à terme, le mandat d'accompagner, les projets qui veulent mettre en œuvre cette démarche-là, d'animer toute cette communauté-là, et d'agréger, de capitaliser sur tout le Rex des projets pilotes pour s'améliorer évidemment et puis de faire remonter, à plus haut niveau
toute cette, tout ce qu'on fait, de bien parce que nos directeurs, voire nos présidents ne sont pas forcément au courant de tout ça et pourtant c'est les premiers hein, à parler d'agilité, mais je pense qu'on n'a pas la même conception et la même définition d'agilité, hein et donc ça c'est, faut qu'on en revienne à la réalité et qu'ils donnent les moyens, les ressources pour, en termes d'outillage et de méthodos pour pouvoir le faire. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions, mais j'en ai fini. J'ai essayé d'être assez rapide et couvrant, de façon assez macroscopique pour vous donner un premier vernis, mais je serais content de répondre à toute question.